Même si le pays est un jour entièrement déminé, peut-on encore sauver la Libye après la révolution volée de 2011 ? À l'époque, le printemps arabe gagnait la Libye et le monde réclamait unanimement la chute de Kadhafi. Seulement voilà, après les frappes de l'OTAN et le renversement du régime, le pays s'est embourbé dans la guerre civile. Les anciennes fractures, autrefois soudées par la dictature de Kadhafi, se sont rouvertes. À l'ouest, le gouvernement vacillant de Tripoli. À l'est, le très puissant général Haftar, dont l'armée contrôle aujourd'hui 80% du pays. Et au milieu, des clans et milices qui s'entretuent et font le beurre des trafiquants d'armes. Un trafic inégalé depuis l'effondrement de l'URSS. Alors la démocratie a-t-elle encore une chance? Les élections de cette année, auxquelles le fils de Kadhafi est candidat, pourront-elles changer la donne? En quête de réponse à ces questions, nous avons accompagné Abdul Salam Abtoum à travers la Libye. Ce politologue libyen contribue à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Mais comment reconstruire un pays en proie au chaos? Le documentaire de Yuri Mazumdar, Dans le chaos libyen, se regarde comme un road movie à travers un pays en ruine. Le Sahara libyen. C'est la partie la plus risquée du voyage pour Abdul Salam Hamtoun, qui traverse la Libye afin de gagner sa région d'origine et sa circonscription. Cet avion militaire réformé est le dernier trait d'union qui relie ses électeurs à la capitale, Tripoli, depuis l'arrêt des vols réguliers. Les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains prolifèrent ici dans l'opacité la plus totale. L'État s'est complètement retiré de la zone frontalière avec l'Algérie et le Niger. Les Touaregs, où qu'ils se trouvent, sont toujours attirés par l'eau. Voilà 15 ans qu'Abdul Salam Hamtoun vit à Munich. En février 2011, le printemps arabe gagnait la Libye. Parfois, j'ai l'impression que mon corps est à un endroit, tandis que mes pensées et mes sentiments sont en Libye. En mars, un mois après le début des manifestations, l'OTAN mène ses premières frappes contre le régime libyen. En octobre 2011, après 42 ans au pouvoir, Mouammar Kadhafi connaît une fin sordide. Mais les espoirs de liberté sont de courte durée. C'est une guerre civile interminable qui s'engage. Aujourd'hui, le pays est au bord du gouffre. L'État en déliquescence. Avec d'autres compatriotes, Abdul Salam est investi d'une mission, refonder la Libye. Je ne peux pas faire comme si ça m'était indifférent de voir la Libye dans cet état. Depuis 2014, le politologue fait régulièrement la navette entre l'Allemagne et la Libye. Il fait partie des 60 représentants chargés d'élaborer une constitution démocratique pour leur pays. Cette assemblée constituante a été élue par le peuple en 2014, pendant une courte phase d'optimisme. 4 ans plus tard, c'est l'impasse. Les lignes de fracture de la guerre civile parcourent aussi l'assemblée constituante. Un pays en décomposition peut-il prendre un nouveau départ démocratique? Abdul Salam veut y croire. Atterrissage à Benghazi, la grande ville portuaire du nord-est de la Libye. L'aéroport, qui avait été détruit dans les combats, a rouvert en juillet 2017. Comme toujours quand il est ici en qualité d'élu, Abdul Salam retrouve son chauffeur Khaled. Il n'y a plus d'électricité? Non, c'est toujours comme ça dans le quartier entre 6 et 10. Le courant est rétabli après 10 heures. Oui, normalement. Quelle misère!
Le gaz commence à manquer aussi. Une bouteille coûte dans les 80 dinars. Quand Daesh occupait Benghazi, la raffinerie était hors service. On a vécu une période très dure. Maintenant, les mariés doivent même offrir une bouteille de gaz en guise de dot. Fais voir ton gaz. Du gaz plutôt que de l'or. Dehors, les rafales d'armes automatiques claquent dans la nuit. Les combattants de l'État islamique s'accrochent à leur position à la périphérie de Benghazi. Politiquement, la Libye est profondément divisée. Tripoli, dans le nord-ouest, est le siège du gouvernement d'union nationale dirigé par le président Fayez al-Sarraj et reconnu par les Nations unies. Mais le pouvoir est détenu en réalité par les milices, les alliances tribales et les islamistes. Ici, à Benghazi, dans le nord-est, l'homme fort est le maréchal Khalifa Haftar. Ancien proche de Mouammar Kadhafi devenu opposant, il aime se présenter comme celui qui a libéré Benghazi de Daesh. Quant au sud, peu développé malgré ses réserves de pétrole, il se retrouve broyé dans ce conflit. Le pays tout entier a sombré dans le chaos. Abdul Salam était étudiant quand il a quitté la Libye en 1984, après avoir perdu une jambe dans un accident de la route. Il est parti en Europe pour se faire amputer et a choisi d'y rester. Son séjour commence par une réunion de l'Assemblée constituante le lendemain de son arrivée. Bon nombre de Libyens placent leurs espoirs dans les travaux de leurs élus. Mais ces derniers peinent à trouver un terrain d'entente. À quoi ressemblera le futur État libyen? Monarchistes, islamistes, fédéralistes et partisans d'un État centralisé se déchirent autour de la Constitution. Quant aux minorités comme les Berbères ou les Touaregs, elles se battent pour leurs droits. Des alliances sont conclues en coulisses, mais la paix semble plus inaccessible que jamais. La révolution de 2011 laissait pourtant augurer un monde meilleur. Qui est responsable des échecs des 7 dernières années? Abdul Salam veut comprendre la raison de ce fiasco en allant à la rencontre de ses compatriotes. C'est ici, à Benghazi, qu'ont eu lieu les premières manifestations le 17 février 2011. On n'imaginait pas la tournure que prendraient les événements. Est-ce qu'on a commencé cette révolution à l'époque pour qu'il y ait des morts? Pour que nos villes soient détruites? Est-ce qu'on a fait tomber le régime pour en arriver à s'entretuer entre Libyens? Pour faciliter l'instauration du système voulu par l'État islamique? Est-ce que c'est ça le bilan de la révolution? On voulait montrer qu'on avait du courage et des principes, pas diviser le pays. Maintenant, on se fait la guerre entre nous. La guerre a détruit notre pays. Mais oui. Comment les rebelles ont-ils pu se laisser corrompre à ce point? Abdul Salam rend visite au plus vieux club de foot de la ville, l'Al Ali Benghazi. Il se trouvait dans le collimateur de Mouammar Kadhafi et a joué un rôle moteur dans l'insurrection. En l'an 2000, des supporters font défiler un âne portant un maillot au nom de l'un des fils du guide.
Ce dernier fait raser le stade du club en représailles. Les fans du club sont alors traqués sans pitié. Rencontre avec Abdel Latif, un vendeur de maillots. On n'avait plus le droit de se revendiquer supporter de notre club. Il a fallu qu'on se cache, qu'on déménage. On a vécu 3 mois de terreur psychologique. On ne pouvait même plus porter un vêtement rouge. Abdul Salam est ici pour rencontrer une idole de sa jeunesse, l'ancien gardien de but du club, qui a aussi joué en équipe nationale. Entre sa coiffure et ses apparitions impertinentes à la télévision, Recep Al-Fitouri était la grande figure populaire des années 70. Pour l'ancienne star du ballon rond, c'est l'intervention des puissances occidentales qui a fait basculer la révolution. Ils se sont mis à nous bombarder avant même l'adoption du mandat de l'ONU, comme en Irak. Et maintenant, on se retrouve face au néant absolu. Le problème était gérable au départ, et les Occidentaux en ont fait un conflit énorme. Ils nous ont montés les uns contre les autres. Ici, en Libye, on pense que si les pays occidentaux s'intéressent tellement à nous, c'est parce qu'on a du pétrole. Exactement. Sinon, pourquoi ils n'interviennent pas en Somalie pour régler les problèmes là-bas? Ils pensent vraiment qu'on va avaler ça? La révolution volée. C'est ainsi que les Libyens désignent l'intervention de l'OTAN. Le peuple s'est fait confisquer sa propre insurrection. À l'époque, ce sont des rumeurs, jamais confirmées, de massacres de manifestants qui poussent le Conseil de sécurité de l'ONU à autoriser une offensive aérienne contre Mouammar Kadhafi. On invoque la responsabilité de protéger la population civile contre son dirigeant. La Chine, la Russie et l'Allemagne s'abstiennent. Abdul Salam Hamtoun fait quant à lui partie des Libyens qui estiment que l'intervention est injustifiée. En 2011, il adresse un message vidéo à ses compatriotes. Très vite, les bombardements commencent. Nicolas Sarkozy, alors président, se distingue en réclamant une action rapide. Le secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh Rasmussen, durcit le ton. The sooner Gaddafi realizes that he cannot win the battle against his own people, the better. Cet appui aérien entame le soutien de la population aux rebelles. Les rumeurs vont bon train. Ils auraient conclu des contrats pétroliers et serviraient les intérêts géopolitiques de l'Occident. Le soulèvement populaire spontané se transforme en guerre menée par des étrangers. Après la mort de Mouammar Kadhafi, l'euphorie est de courte durée. Les groupes de rebelles s'entre-déchirent. Qui négocie avec qui? Qui promet quoi? L'intervention de l'OTAN divise aujourd'hui encore les révolutionnaires. Avec Sirte, la ville natale de Mouammar Kadhafi, c'est Benghazi qui a le plus souffert de la guerre. D'abord sous les bombes destructrices de l'Occident, puis au fil des violents combats urbains. À partir de 2014, les combattants de l'État islamique affluent pour bientôt prendre le contrôle de la ville. Le maréchal Haftar parvient à les chasser après des semaines de bombardements. Aujourd'hui, Benghazi est en ruine, impraticable à plus de 50%. Cet institut de technologie a perdu des étudiants dans les combats. Les universités libyennes ont constitué les premiers foyers de la révolution. Des jeunes en rébellion contre l'ordre établi. Un conflit intergénérationnel dans l'un des pays les plus conservateurs de la planète. Où est-il aujourd'hui, l'espoir de changement?
Abdul Salam a rendez-vous avec Mohamed Al-Orebi, qui enseigne ici la topographie. Il travaille avec ses étudiants à la reconstruction de la ville. Comment ça se passe avec tes collègues plus âgés? Je peux être honnête? Dis-moi franchement. C'est un vrai problème. Nos aînés ont du mal à nous considérer sur un pied d'égalité. Ils acceptent mal de devoir rendre des comptes à quelqu'un qui aurait l'âge d'être leur fils. Nous voulons vraiment faire changer les choses. On a beau manquer de tout, on leur a présenté des plans de construction en leur disant « Dès que le feu vert sera donné pour la reconstruction, on pourra s'y atteler ». C'est la contribution qu'on veut apporter à notre ville de Benghazi, nous les jeunes. Mais ils ont poussé nos plans dans un coin en disant « Merci pour tout, mais on n'a pas le temps en ce moment ». Des fonds ont été débloqués pour relever la ville, mais toutes les démarches sont réduites à néant par la corruption généralisée. Le doyen de l'université nous raconte la difficulté de maintenir des cours ici. Les enseignants travaillent bénévolement depuis des mois. Tout ça, ce sont des travaux d'étudiants, leur maquette. Celle-ci est un projet pour la radio locale de Benghazi. Ici, c'est une étude pour moderniser l'île d'Al-Salmani, ici, à Benghazi. Et voici le pont métallique qui mène à l'île. Un quartier résidentiel pour les populations déplacées au cours de la Révolution et une zone d'habitation baptisée Amal, Espoir. Abdul Salam Hamtoun a fait ses études à Benghazi lui aussi. Il est très choqué en 1984 lorsque Mouammar Kadhafi fait exécuter sur le campus des étudiants qui ont critiqué le régime. Le jeune homme commence alors à s'engager politiquement pour une Libye pacifique. On n'aspire qu'à une chose, la stabilité. Tout le monde aimerait mener une vie normale. Élever ses enfants dans la paix, voyager, voir le monde. C'est ça, voir le monde. Il faut vous dépêcher de la rédiger, cette constitution, pour le bien du pays tout entier. On entend surtout parler de vos désaccords. L'Est de la Libye, l'Ouest, quelle ville sera la capitale? La Libye est une et indivisible. Le reste est accessoire. Il faut penser à l'ensemble du pays. Par hasard, Abdul Salam a entendu parler d'une table ronde destinée à faire le point sur l'avancement de la Constitution. À Benghazi, on privilégie la solution d'un État fédéral. Les politiciens locaux se sentent trompés par l'élite de Tripoli qui prône la centralisation. Comme toujours, le sud de la Libye, que représente Abdul Salam, se retrouve entre deux chaises. ليش ما في من فزان؟ أنا من فزان جيت صدفة الحقيقة، ما في حد من فزان، لا في حد من طرابلس، جماعة برقة، أنت تخاطب في نفسك. تعمل مشروع للليبيين، هذا من ناحية العملية الدستور لم يحدث بهذا الشكل، وربما هذه غاية تدخل الناتو، ربما أسوأ ما فيها أن أفقدنا الثقة في نفسنا بأن نحل صراعاتنا بإيدينا. إذن أنا وصلت لحقيقة، الحقيقة العملية الدستورية اليوم لا يمكن تحل المشكلة. ليبيا تحتاج إلى عمل كبير. Tant que le pays est désuni, l'existence même d'une constitution et d'un État est compromise. Arabes contre minorités, islamistes contre laïcs, Est contre Ouest, la Libye se fracture sur tous ses axes. Comment encourager l'unité? Ne peut-il pas y avoir une seule identité libyenne? Abdul Salam cherche des réponses à 200 km à l'est de Benghazi, en Cyrénaïque, dans la région du Djebel Akdar, ou Montagne Verte. L'histoire culturelle de la Libye commence bien avant la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes au 7e siècle. Près de la ville d'El Beïda, on peut encore admirer les ruines de la colonie grecque antique de Cyrène, aussi importante qu'Alexandrie ou Athènes à une époque.
Pour les Grecs, la Libye était simplement le territoire qui s'étendait au-delà de l'Égypte, sans frontières ni peuple défini. La cité-État de Cyrène était dotée de l'une des premières formes de constitution de l'histoire de l'humanité. Au IIIe siècle avant notre ère, elle organisait déjà la répartition de la propriété et entérinait certains droits civiques fondamentaux. Ahmad Abdelkarim, professeur à l'université d'El Beïda, est seul pour s'occuper des fouilles sur le site. Mouammar Kadhafi avait rayé des livres d'histoire les temples grecs et romains, monuments coloniaux infamants. Aujourd'hui, ils sont menacés par Daesh. Des jalons historiques comme la Constitution de Cyrène risquent de tomber dans l'oubli. C'était une législation très progressiste à l'époque. C'est vrai, et on voudrait produire quelque chose du même ordre. Il y a en Libye des racines grecques, romaines et même juives. Elles font toutes partie de notre culture. Nous ne sommes pas seulement arabes, berbères ou africains. La culture européenne fait autant partie du bassin méditerranéen que la nôtre. Cette histoire vit aussi en nous. Tout cela, c'est notre héritage. On ne va pas détruire un temple millénaire simplement parce qu'il est d'origine juive, ou cette basilique au seul motif qu'elle est romaine. Ou pour des raisons religieuses. Exactement. Est-ce qu'on peut saccager des statues parce qu'on pense qu'elles sont interdites par l'islam? Ça n'a pas de sens. Il faut les considérer dans un contexte historique et culturel plus large. Si on voyait cette diversité comme une force, si chacun pouvait vivre selon sa culture dans un État unitaire, le problème serait réglé. Il faut prendre conscience de l'importance de notre héritage culturel. La Libye n'a pas choisi ses frontières actuelles. Dans toute l'Afrique, les puissances coloniales ont tracé des frontières souvent rectilignes qui coupaient en deux des zones tribales. Le passé colonial explique pour beaucoup les conflits actuels en Libye. Avec une telle histoire, comment un peuple pourrait-il se sentir uni? Khaled, le chauffeur, a quelque chose à montrer à Abdul Salam. C'est d'ici qu'opérait le martyr Omar al-Mokhtar. Tu le savais? C'était le centre de la résistance alors. Oui, ici même, entre les montagnes et la vallée, dans ces grottes. Omar al-Mokhtar est la figure historique à laquelle s'identifient tous les Libyens. En 1911, quand l'Italie envahit la Libye, alors sous administration ottomane, le cheikh Omar al-Mokhtar entre en résistance contre l'occupant. Une guérilla s'engage qui va durer 20 ans. Quand le fascisme s'installe sous Mussolini, la rébellion est sévèrement réprimée. Emprisonné en 1931, Omar al-Mokhtar finit par être exécuté sur ordre du général Graziani. Tous les écoliers libyens sont capables de citer par cœur les paroles du héros national. Omar al-Mokhtar disait « Je vivrai plus longtemps que mon bourreau ». Exactement. Le général Graziani a raconté qu'Omar al-Mokhtar lui avait dit avant son exécution « Ne va pas faire croire que j'ai imploré ta grâce ». La Libye n'est plus qu'un tas de cendres aujourd'hui. Il faut rebâtir cette confiance en nous. L'Assemblée constituante siège à El Beïda, dans l'ancien Parlement. Antérieur au régime Kadhafi, c'est le premier à avoir existé sur le continent africain. Abdul Salam est invité à une conférence sur le thème de la corruption. من 69 وحتى هذه الفترة تمت رعاية الفساد. لم يعد الفساد هو ذلك السلوك المخالف للمألوف. ويبعث الحظوة ويبعث المكانة. إحدى أخطر المشاكل
6 mois plus tôt, dans cette même salle, les représentants de l'Ouest venus de Tripoli ont remporté un vote en faveur d'une Libye centralisée, où le pouvoir serait concentré dans la capitale comme au temps de Mouammar Kadhafi. Depuis, les Libyens de l'Est et du Sud se sentent trahis. C'est un recul après la révolution qui devait abolir l'ordre antérieur. Tant d'efforts pour rien. Parmi les déçus, Mustapha Dalaf était en faveur d'une monarchie et Hamid Djibril d'une fédération. Heureusement, la forme du futur État reste encore à définir. Abdul Salam joue les médiateurs. On ne peut pas gouverner un pays aussi vaste à partir d'un seul endroit. Aujourd'hui, il suffit de conquérir Tripoli pour avoir toute la Libye dans la poche. Ce n'est pas possible de dépendre d'un seul centre de pouvoir. Les gouvernements régionaux libyens forment la base idéale pour un nouvel État. Ils sont combien à avoir voté contre? 17 qui n'ont pas signé. C'est ça. Tu en retires 5 qui boycottent la Constitution, les Berbères et les Toubous, et encore ceux de Benghazi. Il en reste 12. 12. À mon avis, vous pourriez trouver un terrain d'entente avec au moins 6 d'entre eux. Mais je sais déjà ce qu'ils vont te dire, Mustapha, que tu refuses les compromis. Tu n'envisages pas d'autre solution que la monarchie. Et qu'est-ce que tu leur répondras? Je leur dirai que je parle au nom de mes électeurs, c'est tout. Ici, à El Beïda, où siège l'Assemblée constituante, les gens veulent une monarchie. Une monarchie parlementaire nous éviterait toutes ces luttes de pouvoir. Dans les pays arabes et ailleurs, dans le monde en développement, on ne peut pas instaurer la démocratie du jour au lendemain. De nombreux Libyens ont une bonne image de la monarchie. L'Italie ayant perdu ses colonies au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France et le Royaume-Uni se partagent la Libye. Après négociations et médiations de l'ONU, Idriss Senussi, chef de confrérie religieuse, déclare l'indépendance du pays en 1951. Il devient un État fédéral gouverné par Idriss Ier. Le souverain concentre des pouvoirs importants, mais les Libyens élisent aussi pour la première fois un parlement qui siège à El Beïda. Dans la ville, aujourd'hui, le pouvoir est aux mains des tribus arabes. Certains membres de l'Assemblée constituante ne se risquent pas dans la rue. Ce n'est pas le cas d'Abdul Salam, qui a une réputation de conciliateur neutre. Elles viennent de Derna? Oui, j'en ai aussi de Tunisie qui sont bonnes. Et celle-là d'Égypte. Tu fais la pub pour les produits égyptiens parce que tu es égyptien? Non, chacun fait ce qu'il veut. Ce pays ne sera plus jamais comme avant. Tu crois vraiment? Pardon, je suis un peu jeune, je n'ai pas tant d'expérience. Je t'en prie, ton avis m'intéresse. On n'est plus en sécurité. Et on ne s'occupe plus les uns des autres. Ça n'a plus sa place aujourd'hui. On ne peut même plus faire confiance à son prochain. Si tu tombes, il n'y a personne pour te tendre la main. Toutes les amitiés sont intéressées. Ceux qui n'ont rien à offrir restent tout seuls. Au moins un service qui fonctionne encore bien en Libye. Avant, je faisais ça dans mon temps libre.
Je suis diplômé en sciences politiques, en fait. C'est vrai? En sciences politiques? Oui, je faisais le coiffeur à côté. On va parler politique alors. J'aime autant pas. Avant la Révolution, on ne parlait jamais de politique. J'ai voulu postuler au ministère des Affaires étrangères à Tripoli. Mais c'était trop loin pour moi en définitive. Et puis, il faut avoir des relations pour être embauché. À ton avis, c'est toujours le cas? Le fait qu'on n'obtienne rien sans piston, c'est un fonctionnement qui ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Comment veux-tu changer la mentalité de tout un peuple? On n'arrive à rien sans relation ici. On est une société tribale après tout. Le lendemain, Abdul Salam Hamtoun part pour le sud du pays. Il se rend dans le Fezzan, sa région d'origine. Un voyage dans une zone en crise, l'une des plus dangereuses de la planète. Seuls des avions militaires affrétés spécialement sont autorisés à atterrir. Ici, l'État a démissionné. Les groupes islamistes radicaux, notamment Al-Qaïda, sont très actifs dans le Sahara. Oubari, la ville natale d'Abdul Salam, est entourée de champs de pétrole âprement disputés. Mais c'est le nord du pays qui engrange les recettes de l'or noir. Le sud, très pauvre, a connu une explosion de la criminalité. Les enlèvements sont devenus monnaie courante. Parmi ses électeurs et dans le giron de son clan, Abdul Salam n'a rien à craindre à Oubari. Il arrive à point nommé, à quelques jours d'une fête. Les différents groupes ethniques et tribus présentent leurs traditions. Dans cette région, contrairement au nord du pays, les Arabes ne sont pas majoritaires. Des peuples du Sahara, Touaregs, Toubous ou Berbères, ainsi que des descendants d'esclaves d'Afrique de l'Ouest, cohabitent dans un quotidien multiethnique. Dieu te bénisse. Combien cette corbeille? Tu en as des plus petites? Non, pas de plus petite. Je n'ai que celle-là. Les tribus sont interdépendantes et se partagent depuis des millénaires les oasis, les pâturages et les territoires de chasse. C'est un très long fusil qui se charge par la bouche. On introduit la poudre dans le canon par le haut. Une fois que la charge est à l'intérieur, on ouvre. Là. Ça, c'est le chien. Pour quelques heures, les habitants oublient les pénuries et le danger, et la ville retrouve un peu de sa splendeur d'antan. Autrefois située sur la route des caravanes, Oubari était à la fois une riche place commerciale et un haut lieu des sciences, de l'enseignement et de la culture. Abdul Salam est très respecté ici. À chaque coin de rue, il croise des membres de sa famille ou des connaissances qui l'interrogent sur l'avancement de la Constitution et les conséquences de la guerre civile dans le Nord. Le Sud n'a pas été épargné par le conflit et la situation y reste tendue. Mouammar Kadhafi, déjà, montait les peuples du Sud les uns contre les autres. Pour éviter les persécutions, certains s'étaient ralliés à sa conception d'une Libye purement arabe et avaient abandonné leur langue et leur culture. Les Touaregs, l'ethnie d'Abdul Salam, commencent tout juste à renouer avec leurs racines. Pro-Kadhafi ou pro-révolution, les minorités restent divisées. En 2014, un conflit éclate à Oubari entre Touaregs et Toubous. C'est en réalité une guerre par procuration entre les forces de l'Est et de l'Ouest de la Libye
qui règlent ainsi leurs comptes dans la lutte pour contrôler le pétrole. Aujourd'hui, la paix est revenue. Abdul Salam a rendez-vous avec Moussa, un Toubou. Si peu de temps après le conflit, cette rencontre est loin d'aller de soi. Je connais quelques mots de la langue des Toubous. Wassini, bonjour. Koulouane Wassini, comment ça va? Et qui dit au revoir? Tu te débrouilles pas mal. Tu as pris part à la guerre contre les Touaregs. Comment l'as-tu vécu? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Ou est-ce que tu étais complètement acquis à la cause? On peut remporter toutes les victoires qu'on veut dans une guerre, on est toujours perdant à la fin. Même le vainqueur perd en définitive. Les Toubous regrettent cette guerre. Moi-même, je préférerais qu'elle n'ait pas eu lieu. Ce conflit a englouti tout ce qu'on avait, nous et nos frères Touaregs. Et il a duré 2 ans, c'est très long. Les Toubous se sont-ils tous ralliés à la révolution? Oui, tous. Dans tout le sud, on s'est soulevé contre Kadhafi. Ça a été le coup de grâce pour lui. C'est comme ça que le régime est tombé. D'ailleurs, ça devrait faire réfléchir les Arabes nationalistes. Les Arabes soupçonnent les Toubous de vouloir prendre leur indépendance. Mais c'est faux. C'est de la propagande colportée par les médias. Il n'y a pas que les Toubous qui se battent pour leurs droits. Pourquoi les Berbères ne sont pas reconnus officiellement? En Inde, il y a 17 langues officielles citées dans la Constitution. Est-ce que ça pose des difficultés? Non. Le problème des nationalistes arabes, c'est qu'ils ne reconnaissent pas les autres peuples. Les deux hommes échangent en arabe, car leurs langues maternelles respectives sont très différentes. Elles étaient toutes deux interdites sous Mouammar Kadhafi. Après des millénaires de coexistence pacifique entre les ethnies, la génération qui a connu la guerre doit réapprendre à vivre dans le respect de chaque culture. Les fêtes comme celle-ci sont un premier pas dans la bonne direction. Abdul Salam rend visite à sa sœur aînée Fatima. Il avait 23 ans lorsqu'il a décidé de rester en Europe. Ses frères et sœurs ont pris des chemins tout autres. Fatima ne sait ni lire ni écrire. Elle appartient à la génération qui a grandi avant l'arrivée au pouvoir de Mouammar Kadhafi. C'est lui qui a permis aux filles d'accéder à l'éducation. Il paraît que tu vas de nouveau à l'école coranique. Tu apprends à écrire? Non, on apprend seulement à réciter par cœur. Il faut que tu nous montres ça. Tu veux quelle sourate? Celle que tu préfères. وتخفيض أسعارها تكون في متناول الجميع. 5. إننا نبارك تكليف السيد المهندس فرج سعيد الحاسي رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط بما يحمل من خبرة عالية في هذا المجال، لأنه في حال عدم الاستجابة لمطالب الواردة في هذا البيان
فإننا سنعمل لإيقاف ضخ النفط من جميع الحقول النفطية. Le contrôle du pétrole dans la région permet de peser sur les décisions qui se prennent au sommet, dans l'Est et l'Ouest. Plus de la moitié du pétrole libyen est extrait dans le sud. Pourtant ici, on ne voit pas la couleur de cette richesse. Avec leurs ressources fossiles, les Libyens pourraient théoriquement avoir le niveau de vie des Norvégiens. Mais dans le sud, les pipelines viennent même siphonner la nappe phréatique. Abdul Salam retrouve son frère aîné Abdourahman sur les lieux de leur enfance. Abdourahman exploite la palmeraie familiale. Il a fait des études lui aussi, mais n'a jamais trouvé d'emploi. Les champs sont très secs. Pendant que j'étais à Tripoli, la pompe à eau est tombée en panne. Elle a lâché. Il n'y a pas d'eau du tout? Non. C'est la catastrophe. Ça, c'était la remise d'Ammar. Et son magasin? Il est encore là. C'était le seul dans le coin. On trouvait de tout chez lui. Et là, c'était notre maison. Fais attention où tu mets les pieds. Fantastique. C'est ici que je suis né. Ici même, sur ce sol. On dormait tous ici. Et là, c'était le garde-manger, je me souviens. C'est bien ça? C'est ça. La cuisine était là. Abdul Salam a 8 ans en 1969, quand le jeune colonel Kadhafi renverse Idriss Ier lors d'un coup d'État. Les concessions du monarque à l'Europe et aux États-Unis avaient fini par le rendre impopulaire. D'origine très modeste, Mouammar Kadhafi est mu dans un premier temps par des idées anticolonialistes et socialistes. Mais au fil des décennies, son pouvoir vire à l'autocratie. Un régime fait d'arbitraire, de népotisme et de répression brutale. Sur ordre de Mouammar Kadhafi, les habitants des régions rurales doivent quitter leurs habitations traditionnelles pour s'installer dans des immeubles modernes, bien souvent contre leur gré. C'est ainsi que la famille d'Abdul Salam a été déplacée. L'ancienne école coranique. La Zaouïa, l'école soufie. Je m'en souviens bien. Le vieux s'asseyait là, notre père. Ah, le vieux cheikh. Il s'installait là. Tous les garçons fréquentaient l'école. Y compris Abou Fatima, je m'en souviens. Tous, sans exception. Le temps passe. Les jours filent comme des nuages. Tu l'as dit, comme des nuages. Je te trouve en forme. Oui, ça va bien. Ce soir-là, la famille se réunit pour une grande fête. Abdul Salam a invité Moussa, le toubou dont il a récemment fait la connaissance. Un geste de réconciliation. Plus d'une centaine de convives arrivent peu à peu à la palmeraie. Pendant qu'on s'active à l'extérieur, Abdul Salam s'entretient avec ses neveux chez sa sœur Fatima. Slimane est ingénieur pétrolier. Ahmed est l'imam local. Les deux hommes ne connaissent que trop bien les problèmes de la région et ses graves pénuries. Ici aussi, il faut avoir des relations, même pour se procurer du carburant. Comment va Mohamed? Ça va. Il a essayé d'acheter de l'essence aujourd'hui, mais encore une fois, il n'y est pas arrivé. Ils prétendent qu'ils n'ont pas d'essence. Mais ils en vendent à d'autres? Oui. Ces escrocs. C'est de pire en pire. Peu importe de quel bord politique on est, qu'on soit pour ou contre l'ancien système.
On voit se réaliser aujourd'hui la prophétie de Kadhafi. Il avait dit « Après moi, vous verrez, vous ne pourrez même plus accéder à votre argent. Vous n'aurez plus un quart de dinar en poche. » C'est exactement ce qu'on vit actuellement. Depuis 2015, le quotidien est devenu incroyablement difficile, surtout dans le sud. Toi, tu as voyagé dans l'Est et dans l'Ouest du pays. Tu as vu les conditions de vie là-bas. Mais dans le Sud, on manque du strict nécessaire. Mais le pire ici, c'est le taux de chômage, surtout chez les jeunes. Beaucoup d'hommes s'engagent comme mercenaires dans des milices. Les femmes n'ont même pas cette possibilité. Les nièces d'Abdul Salam ont toutes fait des études, comme la grande majorité des Libyennes. Au temps de Mouammar Kadhafi, elles pouvaient espérer faire carrière et accéder à des postes haut placés. Mais tout a changé. Comment ça se passe pour les femmes? Vous ne pouvez pas vous enrôler à l'armée. Il n'y a pas de travail pour nous ici. Khadija cherche depuis 7 ans. Ça fait 7 ans, c'est ça? J'ai des diplômes et j'aimerais gagner ma vie, pas seulement préparer du riz et du couscous. Tout le monde déserte le Sud, en particulier les médecins. Il n'y a rien à faire ici, les armes sont partout. On a quand même fait des études, l'État nous a formés, mais à moins d'avoir un réseau, on n'arrive à rien. Des gens très bons restent sans emploi, alors que les incompétents accèdent à des postes de responsabilité grâce à leurs relations. Depuis 7 ans, mon quotidien se résume à ça. La cour, la cuisine, le salon, les tables, c'est d'un triste. On a vécu de bons moments pendant la Révolution. Il y avait beaucoup de solidarité. Tu aurais dû venir, même pour 2 jours. On s'entraidait. Tiens, tu veux des tomates? Tu n'as pas de pain? En voici. C'est la moindre des choses entre voisins. Et cet esprit a disparu. Exactement. Tout ce qui compte, c'est de savoir qui était pour Kadhafi et qui était contre. Même les enfants se chamaillent pour ça. Ça crée des animosités. Oui, et ça touche même les tout-petits. Ce sont leurs parents qui leur apprennent ça. Ne joue pas avec un tel, il est dans l'opposition. Va plutôt jouer avec des enfants qui sont comme nous. Savoir si on était pour ou contre Kadhafi, c'est invraisemblable. Dans notre village, On parle de Kadhafi ou du nouveau régime. Qu'est-ce que ça change? Du temps de Kadhafi, le problème était déjà le même. Personne ne s'occupe du Sud. Un point, c'est tout. Avant, moi aussi, j'étais mécontente. Mais avec tous les événements de ces dernières années, je trouve l'époque actuelle bien pire que la précédente. Certaines choses ne tournaient pas rond sous Kadhafi, mais il y avait aussi du bon. Maintenant, c'est le chaos. On a voulu améliorer notre situation, mais on l'a aggravée. On est revenu 50 ans en arrière. On a insulté Kadhafi et on a appelé à sa chute. Mais il aurait fallu construire quelque chose après. On ne peut pas renverser un régime sans rien proposer ensuite. Dans le Sud, plus personne n'accorde la moindre confiance au pouvoir, quelle que soit sa couleur politique. Peut-être faut-il tout repenser, comme l'affirme Abdelgader, l'oncle d'Abdul Salam. Il faut que les gens réapprennent le sens du bien commun. On ne peut pas continuer à vivre dans le passé. Le passé, c'est le passé. Il faut prendre un nouveau départ. Offrir un avenir aux enfants ici. Moi j'ai 70 ans, je m'en moque. Mais les jeunes ont encore de l'espoir. On doit faire quelque chose pour eux et pour les générations suivantes.
la veille de son départ, Abdul Salam va comme toujours puiser un peu de force dans les dunes de son enfance. Il en aura bien besoin dans les mois et les années qui viennent. Son combat pour la paix est loin d'être terminé. Au milieu de cette immense mer de sable, mieux vaut faire appel à un chauffeur qui connaît les lieux. Ici, je suis comme à la maison. Je sais exactement où passer, où débrayer et où je risque de m'ensabler. Tu le vois à la couleur du sable? Oui, à son aspect. L'oasis de Gabroun. Tout autour, le sable s'étend à perte de vue sur des centaines de kilomètres. Enfant, Abdul Salam venait ici avec ses cousins. Leur famille avait déjà abandonné le mode de vie des nomades. Ils font partie des Touaregs qui se sont sédentarisés sous la pression du régime. Certains jours, on sent ici revivre l'esprit des temps passés. À l'époque de Mouammar Kadhafi, l'oasis était censée attirer des hordes de touristes. En réalité, seuls quelques globetrotters isolés venaient admirer la beauté du lac. Mais depuis la révolution en 2011, c'est le calme plat. La région est trop dangereuse pour les étrangers. Face à la beauté indomptable du Sahara, les conflits du pays paraissent pour quelques heures très loin. Le désert oblige à se concentrer sur l'essentiel. D'où vient toute cette barbarie qui fait tant de victimes? Comment les Libyens ont-ils pu devenir aussi cruels les uns envers les autres? Je me dis parfois que ce pays est condamné, mais je sens bien que mon cœur se refuse à cette idée. Voilà la réalité de la Libye en 2018.